Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Nouvelle manifestation des journaliers de l'électricité du Liban pour demander qu'ils soient tous intégrés au cadre. La compagnie a, elle, consulté le parquet de la Cour de cassation pour faire valoir sa position. Le régime de Damas se dit prêt à coopérer avec la communauté internationale pour lutter contre l'organisation de l'État islamique, alors que sur le terrain, les djihadistes s'emparent d'une base aérienne stratégique. Téhéran va accélérer l'armement de la Cisjordanie en représailles à l'envoi d'un drone israélien d'espionnage abattu au-dessus de l'Iran, alors que les raids israéliens se poursuivent sur la bande de Gaza. À suivre également dans cette édition, le Premier ministre français Manuel Valls a présenté ce matin la démission de son gouvernement au président de la République qu'il a accepté. François Hollande l'a aussitôt chargé de former une nouvelle équipe. Nouvelle manifestation des journaliers de l'électricité du Liban. Ce lundi, ils ont bloqué toutes les entrées du siège de la compagnie Amal Mkhaïel à Beyrouth pour demander qu'ils soient tous intégrés au cadre. Les journaliers manifestent régulièrement depuis l'annonce d'EDL de son intention d'inscrire une partie seulement des contractuels, soit 897 sur les quelques 1700 selon les derniers chiffres publiés. Ils accusent la compagnie de porter atteinte à leurs droits. Les incidents qui ont éclaté en marge des manifestations et des opérations de blocage ont radicalisé la position de la direction d'EDL qui a été jusqu'à consulter le parquet de la Cour de cassation pour faire valoir sa position. Les 3 prestataires de services qui sont liés à l'établissement public depuis 2012 sont pour leur part tous montés au créneau pour faire front aux côtés de la direction. Shebran Bassil a annoncé à la presse avoir demandé à la Russie d'aider l'armée libanaise dans son combat contre le terrorisme. Une requête faite par le ministre libanais des Affaires étrangères à l'ambassadeur russe à Beyrouth, Alexander Zasypkin. En ce qui concerne Herzl, Bassil a réclamé la poursuite de la libération de cette région de la Bekaa, théâtre début août d'affrontements sanglants entre l'armée et des djihadistes venus pour la plupart de Syrie. Le chef de la diplomatie libanaise a d'ailleurs souligné la nécessité d'une solution sécuritaire et a dit refuser toute négociation avec les groupes armés. Reprise demain du procès dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafiq Hariri devant le tribunal spécial pour le Liban de La Haye après la fin des vacances judiciaires. La chambre de première instance va poursuivre l'audition des témoins à charge. 5 témoins sont appelés à déposer au cours des 2 semaines à venir. Ces témoignages se rapportent au premier volet de l'affaire concernant les événements du 14 février 2005, date de l'attentat qui a coûté la vie à Rafiq Hariri et une vingtaine d'autres personnes. Depuis l'ouverture du procès le 16 janvier dernier, les dépositions de 22 témoins ont été entendues et un total de 391 pièces à conviction ont été versées au dossier. Damas veut être associé à tout projet de frappe aérienne contre des positions de l'État islamique sur son territoire. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le ministre syrien des Affaires étrangères, tout en jugeant une telle initiative inadaptée. Walid El-Moallem a par ailleurs invité les pays voisins à partager leurs renseignements sur les insurgés islamistes. Selon le Wall Street Journal, Washington étudierait actuellement la possibilité de frappes militaires contre les djihadistes pour lutter contre un État islamique toujours plus fort. En somme, il s'agirait d'adopter la même stratégie qu'en Irak. Si une telle décision était prise par la Maison-Blanche, cela changerait la position des États-Unis qui avaient jusque-là une approche prudente du conflit syrien. Pendant ce temps, les djihadistes gagnent du terrain en Syrie après de violents combats meurtriers contre l'armée syrienne. Ils ont pris possession de l'aéroport de Tabqa dans le nord-est du pays. Cette base aérienne stratégique était le dernier bastion du régime dans la province. L'organisation islamique contrôle désormais la totalité de la région de Raqqa. Un journaliste américain a été libéré après 2 ans de captivité en Syrie. Peter Theocurtis a été remis à des casques bleus du plateau du Golan. Grâce à l'intervention du Qatar, il était détenu par le Front al-Nusra, l'aile syrienne d'Al-Qaïda, aujourd'hui en conflit avec l'État islamique. L'État islamique qui a assassiné un autre journaliste américain, James Foley, il y a quelques jours. Ces obsèques ont été organisées hier dans le New Hampshire, au nord-est des États-Unis. Durant la messe, la famille du défunt a prié pour Steven Sotloff, l'autre journaliste menacé d'exécution par les ravisseurs de Foley. Quant au bourreau, il pourrait s'agir d'un ancien rappeur britannique d'origine égyptienne, Abdelmajid Bari. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a accusé les djihadistes de l'État islamique de mener un nettoyage ethnique et religieux en Irak.
Dans un communiqué, Navi Pillay appelle à juger les responsables des éventuels crimes contre l'humanité. Selon elle, de graves et horribles violations des droits de l'homme sont commises chaque jour par l'EI et des groupes armés associés. Ils ciblent systématiquement les hommes, femmes et enfants en fonction de leur appartenance ethnique, religieuse ou sectaire et mènent impitoyablement un nettoyage ethnique et religieux dans les régions sous leur contrôle. Jusqu'à 670 détenus de la prison de Badouche dans la ville de Mossoul ont été tués par l'État islamique le 10 juin après avoir été identifiés comme non sunnites. Au moins 5 Palestiniens ont été tués aujourd'hui lors de raids israéliens sur la bande de Gaza, d'où ont été tirées une quarantaine de roquettes visant le sud d'Israël sans faire de victimes. Conséquence directe des combats, un demi-million d'enfants palestiniens sont privés de rentrée scolaire. L'Égypte, qui joue le rôle de médiateur dans cette crise, propose une nouvelle trêve indéfinie. Ce lundi, on apprend également l'intention de l'Iran d'armer les Palestiniens de Cisjordanie. Une réponse à l'envoi d'un drone israélien d'espionnage abattu, selon Téhéran, au-dessus de l'Iran. Le jour se lève sur la bande de Gaza après une nuit agitée et meurtrière. Les chars de Tsahal sont toujours stationnés de l'autre côté de la frontière. Des rumeurs d'une nouvelle trêve ont été démenties ce lundi par les Palestiniens. Khaled Mesh'al, le chef du bureau politique du Hamas, exilé en Iran, refuse de reprendre les négociations. Plusieurs dirigeants politiques et militaires du mouvement islamiste ont été tués ces derniers jours dans des raids israéliens sur l'enclave palestinienne. Parmi eux, Mohamed El-Ghoul, présenté comme le financier du Hamas. Les Israéliens visent les mosquées, les écoles et même les grands immeubles d'habitation susceptibles d'abriter, selon eux, des membres du Hamas ou des lance-roquettes. C'est un crime de guerre. C'était la maison de civils. Elle était vide. Pourquoi l'ont-ils frappée? Il n'y a pas de roquettes, pas de combattants de la résistance ici. Tous ceux qui vivent ici sont des civils. Pourquoi ont-ils frappé? Et pourquoi frappent-ils les civils? Regardez, tout le quartier est détruit. Il y avait 10 maisons ici et toute la zone est maintenant complètement détruite. Les raids israéliens ont fait ces dernières heures au moins 14 morts, dont 6 enfants. Rien pour décourager les Palestiniens appelés par Israël à quitter les sites d'où sont tirées des roquettes. Nous n'allons pas baisser les bras. Tel est le message à l'ennemi sioniste. Nous n'allons pas baisser les bras, ni capituler. Ils peuvent rêver. Nous n'allons pas brandir de drapeau blanc. Ce que nous allons brandir, eh bien, ce sont des armes contre l'occupant, jusqu'à ce que nous devenons libres. Plus de 120 roquettes se sont abattues en Israël selon l'État hébreu. 3 blessés sérieux ont été hospitalisés à Ashkelon. 5 secondes après avoir entendu les sirènes, j'ai vu une roquette qui se dirigeait vers moi. Elle s'est abattue sur la maison de mon voisin. C'était très stressant. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, je ne me suis pas réfugié dans un abri. J'aurais dû le faire. I guess I should. L'opération lancée par Israël contre le Hamas va se poursuivre. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, l'a redit hier, alors que l'État hébreu enterrait un enfant de 4 ans tué par une roquette palestinienne la semaine dernière. Il s'agit du 4e civil tué en Israël depuis le début de la guerre entre le Hamas et Tsahal, une guerre qui a également coûté la vie à plus de 2000 Palestiniens. Dans un instant, en direction l'Afghanistan et l'investiture du nouveau président, une nouvelle fois reportée. Les détails après la pause. Retour sur le plateau de l'info du 16-40. Constituer une équipe en cohérence avec les orientations fixées par François Hollande. C'est la mission qu'a donnée le président français à Manuel Valls, après que le Premier ministre lui a présenté ce matin la démission de son gouvernement, 4 mois seulement après sa formation. Ce remaniement intervient 2 jours après la fronde d'Arnaud Montebourg. Samedi, dans une interview au journal Le Monde, le ministre de l'économie avait plaidé pour un changement de cap économique et l'arrêt des mesures d'austérité. Une position soutenue par le ministre de l'Éducation, Benoît Hamon.
Ces critiques s'ajoutent aux reproches faits depuis des mois par les parlementaires frondeurs du Parti socialiste. Et alors que la cote de popularité de François Hollande est en chute libre dans les sondages, Manuel Valls devrait proposer son nouveau cabinet au chef de l'Elysée dans la journée de mardi. Réaction de la rue à Paris. Personne qui cherche à avoir un ascendant sur lui, forcément, ils suivent pas la ligne directrice. Donc forcément, c'est pour ça qu'il a envie d'avoir une assise importante sur tous les ministres. Donc moi, je pense que c'est la meilleure des choses. Alors je suis très contente de cette décision du chef du gouvernement, puisque je pense que dans l'état actuel, le gouvernement ne pouvait plus fonctionner de manière cohérente avec tant de dissensions au sein de ses rangs. Donc ce geste d'autorité de la part de Manuel Valls et le fait que M. Hollande lui ait redonné la chance de mener une politique cohérente à la tête du pays, je pense que c'est une très bonne chose, même si je pense que c'est un peu tard, mais il reste de l'espoir. Deuxième report de l'investiture du nouveau président en Afghanistan. Prévue ce lundi, elle a été repoussée au 2 septembre pour permettre la révision des résultats contestés du second tour de l'élection présidentielle. Dans le cadre d'un accord conclu sous l'égide des États-Unis, Abdullah Abdallah, ex-chef de la diplomatie, et l'ancien économiste de la Banque mondiale, Ashraf Ghani, ont donné leur aval à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les deux candidats se sont engagés à coopérer au nouveau dépouillement des 8 millions de bulletins pour dissiper tout soupçon de fraude. Si l'investiture n'est pas reportée une troisième fois, le président prendra ses fonctions à l'avant-veille du prochain sommet de l'OTAN qui doit avoir lieu les 4 et 5 septembre à Newport, au pays de Galles. Les États membres doivent fixer à cette occasion le montant de l'aide allouée à l'Afghanistan après le départ des troupes étrangères, départ qui doit s'achever à la fin de cette année. En bref, dans le reste de l'activité de ce lundi, un expert de l'Organisation mondiale de la santé a été contaminé par le virus Ebola en Sierra Leone. Un volontaire britannique également atteint a lui été rapatrié alors que la République démocratique du Congo est devenue le 5e pays officiellement affecté par cette épidémie de fièvre hémorragique. Une bousculade a fait au moins 10 morts dans un temple hindou du Madhya Pradesh, état du centre de l'Inde. Un court-circuit a semé la panique parmi les milliers de fidèles rassemblés dans le temple à la veille de la pleine lune. Il y aurait aussi une 60aine de blessés. En octobre dernier, 89 personnes avaient déjà trouvé la mort dans une bousculade sur un pont menant à un temple hindou du même état. Et puis c'est un semblant de retour au calme qui s'opère dans la ville de Ferguson après 2 semaines d'émeutes déclenchées par la mort de Michael Brown, un jeune afro-américain tué par un policier le 9 août dernier. Les manifestations continuent mais sans violence. Le père de la victime a d'ailleurs lancé un appel au calme pour cette journée du 25 août, date de l'enterrement de son fils. C'est un grand nom du cinéma britannique qui s'est éteint hier soir. Richard Attenborough nous a quittés à l'âge de 90 ans des suites d'un accident cardiovasculaire. Né à Cambridge en 1923, il avait déménagé dans un établissement pour personnes âgées avec sa femme à la fin de sa vie. Réalisateur et acteur, il avait remporté 8 Oscars pour Gandhi en 1983, dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur. Il avait également joué dans Jurassic Park ou encore La Grande Évasion au cours d'une carrière qui s'est étalée sur 6 décennies. Lord Richard Attenborough avait été anobli par la reine Elisabeth en 1976. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Nouvelle manifestation des journaliers de l'électricité du Liban pour demander qu'ils soient tous intégrés au cadre. La compagnie a, elle, consulté le parquet de la Cour de cassation pour faire valoir sa position. Le régime de Damas se dit prêt à coopérer avec la communauté internationale pour lutter contre l'organisation de l'État islamique, alors que sur le terrain, les djihadistes s'emparent d'une base aérienne stratégique. Téhéran va accélérer l'armement de la Cisjordanie en représailles à l'envoi d'un drone israélien d'espionnage abattu au-dessus de l'Iran, alors que les raids israéliens se poursuivent sur la bande de Gaza. Et puis le Premier ministre français Manuel Valls a présenté ce matin la démission de son gouvernement à François Hollande, qu'il a accepté. Le président de la République l'a aussitôt chargé de former une nouvelle équipe. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à bientôt.